Juste avant de commencer, pour rappel, tu peux recevoir chaque semaine mes mails pédagogiques. Dedans, tu trouveras mes conseils pour t'entraîner efficacement, des exercices et vidéos éducatifs sélectionnés par mes soins, mes réflexions psychologiques sur le jeu et un défi à réaliser chaque semaine pour te rebooster et te redonner la motivation à t'entraîner. Mais ce n'est pas tout. Tu obtiendras également l'accès au club d'échecs en ligne. Tu n'auras plus besoin de t'entraîner seul, mais tu pourras faire partie d'un groupe d'entraide réunissant des joueurs de tout niveau. Ainsi, tu pourras discuter avec les autres membres du club, participer aux tournois en ligne, poser tes questions à des joueurs plus expérimentés, trouver des adversaires pour t'entraîner et analyser, chercher des exercices en groupe et étudier avec des joueurs motivés. Alors si toi aussi tu es motivé pour progresser, c'est le premier lien en description. Tu cliques, tu laisses ton mail et on se retrouve très vite. Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour discuter ouverture et plus particulièrement comment réfléchir, comment réagir quand l'adversaire joue une ouverture que l'on ne connaît pas. On ne sait même pas si c'est une ouverture qui existe. Comment faire ? On va également discuter de comment punir un petit peu l'adversaire quand celui-ci joue des coups qui ne respectent pas les principes des ouvertures. Je rappelle, les principes des ouvertures, c'est contrôler le centre en mettant des pions au centre au départ, développer toutes les pièces le plus rapidement possible et vers le centre, et roquer rapidement pour mettre le roi à l'abri. C'est en gros les trois gros principes de base pour plus ou moins bien démarrer une partie. Donc on va également étudier comment faire pour punir l'adversaire ou en tout cas l'embêter si il ne respecte pas ces principes-là. Pour étudier tout ça, du coup, on va prendre comme exemple l'ouverture Orang-Outan ou l'ouverture Sokolsky, c'est le joueur qui l'a créé. On va prendre ça comme exemple parce que c'est une ouverture du coup qui est très très peu jouée, c'est une ouverture qui est même considérée comme douteuse. On voit tout de suite avec B4, ça ne respecte pas les principes d'ouverture. Et justement, si on prend les statistiques de gain, c'est plus en faveur des noirs qu'en faveur des blancs. Mais on peut rencontrer cette ouverture de temps en temps, justement pour les joueurs qui veulent éviter la théorie, ne pas entrer dans des grandes lignes, et donc surprendre un peu l'adversaire. Il y a des joueurs qui jouent B4. Donc le but ici, c'est pas d'apprendre à jouer forcément contre B4 par cœur, parce que vous allez peut-être le rencontrer une seule fois dans votre vie, mais c'est plus d'étudier la méthode de réflexion quand votre adversaire joue un coup étrange comme ça que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas étudié et que vous n'allez pas vous embêter à étudier parce qu'on va quasiment jamais vous le faire, comment réagir. Alors du coup, quand on a un coup comme ça bizarre et surprenant, il faut se demander quelles sont les forces et les faiblesses de ce coup, quels sont les problèmes et quel est le plan de l'adversaire. Alors, donc déjà, ce qu'on va se demander, c'est quelle est l'idée des blancs quand ils jouent B4. L'idée de B4, on suppose que c'est sans doute de mettre le fou en B2 pour avoir une super diagonale ou s'activer en sorte de fianchetto comme ça. Ça peut être l'idée. Autre idée, c'est sans doute de prendre l'espace à l'aile dame et essayer de pousser les pions, peut-être encore pousser B5. Donc on va te mettre un cavalier en C6, ce serait pas si simple, on pourrait vite se faire chasser par les pions. Donc déjà, si on est tenté de se dire tiens, je fais cavalier C6 pour attaquer ce pion parce qu'il n'est pas protégé, on va voir si c'est l'une des faiblesses des blancs. Bah, faudrait quand même réfléchir à deux fois parce qu'on peut vite se faire chasser. Donc ce serait peut-être pas très très intelligent. Les blancs obtiendraient sans doute ce qu'ils veulent. Ok. Mais donc on a effectivement commencé maintenant à aborder les faiblesses de ce coup. Faiblesse de ce coup, B4 n'est pas protégé déjà. Et si les blancs jouent à le fou B2, le fou B2 sera pas protégé non plus. Donc déjà, il y a des petites faiblesses. Autre problème, les blancs ne respectent pas les principes d'ouverture et ne prennent pas le centre. Donc, pour un petit peu punir le fait que l'adversaire ne respecte pas les principes d'ouverture, on aimerait bien nous prendre le centre. Donc on commence à avoir des idées du coup de jouer avec le 5 ou avec des 5 pour obtenir le centre. Donc là, on profiterait déjà d'une des faiblesses de ce coup B4. On peut profiter du coup du fait également que le pion n'est pas protégé. Quand on fait E5, on l'attaque. Donc là, on profiterait de deux faiblesses. Ils prennent pas le centre, donc je le prends, et leur pion n'est pas protégé, donc je l'attaque. Donc le 5 semble le coup le plus logique ici. On pourrait également se dire, tiens,
J'ai pas trop envie que le pion avance en B5 plus tard, qu'il prenne de l'espace. J'ai envie d'un petit peu empêcher leur plan, de pas laisser l'adversaire faire ce qu'il veut. Et du coup, pourquoi pas jouer avec C6 pour empêcher le pion d'avancer. Et également, l'idée c'est pas juste d'empêcher le pion d'avancer parce qu'il ne faut pas non plus trop réagir toujours aux idées adverses et d'être toujours dans la réaction. Sinon, vous n'allez jamais vraiment pouvoir attaquer, vous allez toujours être sur la défensive. Faut réagir quand vous voyez que la menace est vraiment très importante. Là, qui pousse en B5, c'était pas forcément très grave, donc on aurait pu le laisser. Mais donc C6, ça peut avoir une autre idée derrière la tête, ça serait de jouer avec Dame B6 pour mettre la pression sur le pion pas protégé et sur le futur fou qui sera pas protégé comme on l'avait signalé plus tôt. Donc ça pourrait du coup clouer le pion B4 et pourrait vite y avoir des petits soucis, on pourrait rajouter la pression sur ce pion qui sera cloué et pas très bien protégé. Toujours on peut peut-être combiner avec E5 pour attaquer, on peut avoir des thèmes comme ça. Et s'il est cloué, pourquoi pas aussi avec A5 pour essayer de rajouter la pression, le dévier et gagner le fou en B2. En tout cas, ça donne déjà des plans d'attaque et des coups qui essayent de prendre en compte ce que fait l'adversaire. Vous voyez, quand vous réfléchissez comme ça, essayez de détecter les faiblesses, qu'est-ce qu'il ne respecte pas dans les principes d'ouverture, et vous pouvez trouver des coups qui sont logiques et qui prennent en compte les coups adverses. Voilà, donc du coup maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va voir différents scénarios, les différentes possibilités, on va voir qu'est-ce qui se passe si les noirs jouent avec le simple, si on joue avec des simples ou si on joue avec C6. On a vu que ces trois coups prenaient en compte le coup adverse et donc peuvent être intéressants et on va voir qu'effectivement dès qu'on prend en compte le coup adverse, les erreurs et les petits défauts de ces coups-là, on peut très vite avoir des bonnes positions, voire même avoir l'avantage, plutôt que si on joue juste à développer les pièces sans trop réfléchir un petit peu au hasard. Alors, donc on va regarder le coup qui est le plus logique et justement le plus joué, qui est le coup E5, où on prend du coup le centre et on attaque ce pion. Donc on va regarder ça en premier, on verra les autres options plus tard. Donc on commence avec E5. Et là, du coup, les blancs continuent avec fou B2. Ils disent, ok, t'attales mon pion, j'attaque ton pion. Là, du coup, avec le nord, on peut se poser la question, est-ce qu'on a envie d'échanger E5 contre le pion B4? Si on regarde, on n'a pas spécialement envie parce que le pion E5, c'est un pion central, tandis que le pion B4, c'est un pion de l'aile. Donc, au premier abord, ça ne nous donne pas envie d'aller échanger ces pions. Attention de bien comprendre ça, les pions n'ont pas la même valeur. On dit que les pions valent 1 point, c'est pas tout à fait vrai. En fonction de leur placement, en fonction de la colonne où ils sont plus ou moins forts. Donc vous pouvez estimer que les pions centraux souvent vont valoir 1,5 points, c'est pour donner un exemple, 1,5 points, tandis que plus on se rapproche vers le bord, moins les pions sont forts. On peut estimer que les pions sur la colonne C et F valent 1 point, sur la colonne B et G 0,75 par exemple, et sur la colonne A et H 0,5. C'est un exemple, c'est pas des valeurs concrètes, hein, mais pour bien que vous compreniez que c'est pas la même valeur, donc en réalité avec les noirs on n'est pas spécialement content d'aller prendre B4 contre E5. Donc premier truc auquel on pourrait penser, c'est se dire tiens je vais peut-être protéger mon pion. Mais on se rend compte qu'il n'est pas si simple à protéger parce que finalement si on fait qu'à C6 pour développer une nouvelle pièce et le protéger, eh bien on se fait embêter par B5. Donc on voit que l'idée des blancs n'est pas si bête. C'est pas si simple de le protéger. On pourrait se dire tiens je fais D6, mais du coup c'est très passif, notre fou va être totalement bloqué. Donc ça fait pas trop rêver ça. On peut donc se demander, est-ce qu'il n'y a pas un avantage à aller prendre B4? Ok, on a vu que c'est un inconvénient d'échanger le pion central contre le pion de l'aile, mais est-ce qu'on n'a pas d'autres avantages à le faire? Finalement, on se rend compte qu'en allant chercher ce pion, on va développer, nous, très vite l'aile roi avec les noirs, et on va également avoir de l'avance de développement, c'est-à-dire que le fou n'a jamais bougé, donc en mangeant B4, on va le développer. Tandis que les blancs, en allant manger E5, ils vont bouger une pièce qu'ils ont déjà développée. Donc de nouveau, ils ne vont pas respecter les principes d'ouverture. Et ils n'ont pas non plus commencé à préparer leur petit roc. Donc on voit que c'est pas si évident finalement pour eux d'aller forcément aller chercher E5. Ok, ils prennent le pion central, mais ils vont avoir quand même pas mal d'inconvénients. Donc ici on peut décider effectivement d'aller chercher ce pion, c'est le plus intéressant. On a vu que D6 qui avait C6 c'était pas top, on était quand même embêtés.
Tandis qu'aller chercher ce pion, ok, on a le seul de donner le pion central, mais on va jouer pour l'avance de développement. Ok, donc maintenant, les blancs attaquent notre pion G7, donc il faut réagir, hein, toujours bien penser à regarder qu'est-ce que veut faire les blancs, et là on voit qu'ils menacent le pion G7. Donc on va essayer de le protéger en faisant un coup utile toujours. On a dit qu'on jouait l'avance de développement, bah, on peut tout simplement développer une nouvelle pièce, préparer le roc, et on n'a pas de souci sur ce pion G7. Et là, du coup, on voit qu'avec les noirs, on est déjà presque sur le point de commencer l'attaque, hein. Dès qu'on aura roqué, ça va plus être la même chose. On aura la colonne E également ouverte au centre, hein. C'est l'avantage d'avoir lâché ce pion E5. On va pouvoir faire jouer la tour au centre alors que le roi blanc n'a toujours pas roqué. Et déjà, très vite, si les blancs ne font pas très attention, ils peuvent se retrouver avec des difficultés. Par exemple, si du coup ils décident de développer leur aile roi, bah là on est libre de faire ce qu'on veut avec les noirs, hein. Tout à l'heure on était obligé de sauver le pion G7, donc on a fait cavalier F6, maintenant on est libre. Donc toujours se demander quels sont les principes qui n'ont pas été respectés par les blancs. Ils ont du retard de développement dont on s'est développé vite. L'autre truc qu'on avait remarqué, c'est qu'ils n'avaient pas mis de pion au centre. Nous, tout à l'heure, on en a mis un pour profiter du centre. Mais notre pion central a disparu. Bon bah comme ils ont toujours pas mis de pion au centre, on peut peut-être aller ramener l'autre au centre. Boum, D5. Donc les blancs, bah faut qu'ils continuent à préparer leur rock, donc ils vont ok faire E3 pour développer leur fou et roquer. Ils font pas de menaces, bon nous faut qu'on continue à faire des coups utiles. Qu'est-ce qui pourrait être utile? Toujours respecter les principes, donc mettre le roi à l'abri, développer des nouvelles pièces, donc on peut envisager le roc. Pourquoi pas cavalier C6 également pour mettre la pression sur ce fou. Ce serait intéressant. Mais comme les blancs n'ont pas trop pris le centre, on pourrait se dire tiens on aimerait bien faire participer le pion en C5, donc mettre cavalier C6 ça bloquerait ce pion. Donc du coup, est-ce qu'on fait C5, est-ce qu'on fait petit rôle? Faut toujours regarder. On remarque que si on fait C5, peut-être que cela va donner l'opportunité aux blancs de se développer en gagnant un temps en faisant échec et donc d'être prêt à rôtir rapidement. Et on pourrait se retrouver cloué, à voir si c'est embêtant, mais ça donne des opportunités aux blancs. Du coup, on va éviter toujours les problèmes et donc plutôt rôtir, tout simplement. Bon, du coup, on peut imaginer les blancs vont par exemple faire feu 2. Bah là, faut continuer à toujours respecter les principes et on va vite prendre l'avantage. Et donc on a dit, bah pourquoi pas faire C5 pour prendre le centre, puisque les blancs ne prennent pas suffisamment le centre, ils n'ont pas installé de pion. Donc C5, et comme ça le fou n'attaque plus notre pion qui était en C7. Et par exemple roc. Et puis bah maintenant on peut développer notre cavalier, on développe une nouvelle pièce. On attache le fou. Ok, il est protégé, mais si on le mange, on va quand même gagner la super pièce des blancs. En plus, c'est pour ça qu'ils avaient fait B4 en début de partie, c'était pour mettre le fou sur cette diagonale. Donc, logiquement, ils veulent le garder. Surtout que si on va le chercher, on aura gagné la paire de fous, qui, on sait, est assez forte quand la position est ouverte ou peut s'ouvrir. Là, c'est pas encore ouvert comme position, il y a plein de pions au centre. Mais si on veut faire des échanges, ce sera tout à fait possible, hein. Donc la paire de fous va être très très intéressante. Donc les blancs doivent plutôt refuser normalement cet échange. Mais là, on voit, on a quand même une belle position avec les noirs. On a l'avantage d'espace, aucun problème de développement. Les blancs font encore qu'ils trouvent quoi faire de ce cavalier, qu'ils trouvent comment faire jouer leur tour. Tandis que nous, boum, on peut déjà faire tour 8, bien placer notre tour. C'est une position qui est très agréable à jouer ici avec les noirs. Et vous voyez, on peut obtenir cette position ou une position similaire sans connaître la théorie. C'est juste de la logique, prendre en compte les défauts de la position adverse pour en profiter. Voilà, donc là c'était un exemple. Alors on peut revenir un petit peu avant, quand on avait joué cavalier F6. Du coup j'avais fait jouer cavalier F3 pour les blancs. Effectivement, du coup on pouvait prendre le centre directement. Donc pareil, en fait ici les blancs doivent se demander quelle est l'urgence de la position. Comment je fais pour respecter les principes développement, contrôle du centre, protection du roi, quel est le plus urgent? Cavalier F3, ça développait les pièces, mais ça laisse les noirs prendre le centre. Donc peut-être que avant de développer les pièces, il faut essayer de contrôler le centre. Et donc C4, c'est un coup qui se joue beaucoup dans cette position, justement, où ils vont empêcher les noirs de faire des 5. Et si les noirs décident de faire quand même des 5, eh bien ils pourront échanger, on récupérera le pion avec les noirs. Mais du coup, on n'aura plus de pion au centre avec les noirs et les blancs en auront 2, donc ils visent une majorité centrale pour plus tard. Donc voilà, donc C4, donc avec les noirs, il faut continuer à jouer logique.
Donc par exemple, développer les pièces avec KIC6 pour attaquer le fou qui n'est pas protégé, pour essayer de regagner un temps sur cette pièce qui perdra du temps à repartir. Ou bien pourquoi pas petit roc, mettre le roi à l'abri et essayer de profiter de cette colonne ouverte directement sur le roi blanc, puisque les blancs n'ont pas respecté le principe qui est d'aller mettre le roi rapidement à l'abri, rapidement roquer. Là le roc, il faut encore qu'il développe le cavalier, le fou, donc c'est compliqué. Donc là, donc souvent les parties de cette ouverture continuent un petit peu comme ça, les blancs font cavalier F3, et avec les noirs on peut jouer tour E8, ou bien KIC6, ça reviendra plus ou moins au même. Profiter de prendre la colonne et mettre la pression sur ce fou. Donc là les blancs vont jouer probablement E3 pour essayer de développer leur fou, pour essayer de roquer, et plus tard prendre le centre également avec D4 et avoir tous leurs pions au centre. Donc comment réagir à ça avec les noirs? Comment profiter toujours des faiblesses des blancs? Ils ont le roi au centre, donc ça veut dire on veut ouvrir le centre. Il faut aussi qu'on termine notre développement. On voit que les blancs risquent de prendre le contrôle du centre, et bien on va lutter pour le centre en faisant des 5. Ouvrir le centre pour attaquer le roi, développer le fou, et lutter du coup pour ce centre. Voilà, c'est un exemple, mais vous voyez que juste en respectant les principes et en profitant du fait que l'adversaire ne les ait pas totalement respectés en faisant des coups qui punissent un petit peu ce qu'il a fait, on arrive à obtenir une très bonne position avec les noirs. La partie est encore loin d'être finie, mais on a une bonne position, on voit que les pièces vont se développer assez facilement et qu'on a des thèmes d'attaque. Et justement, comme les blancs n'ont pas respecté totalement les principes, il suffit qu'ils fassent quelques imprécisions et ça peut très vite mal se passer pour eux. Par exemple, là, si les blancs prennent, déjà, ça va activer vachement les pièces des noirs. Sur les échanges, là, le cavalier s'active en venant au centre. Et vous êtes peut-être rendu compte précédemment que ce pion était cloué par ce fou depuis tout à l'heure, donc ça empêche déjà les blancs de faire des 4 tout de suite pour prendre le centre. Mais aussi, du coup, le pion E3 n'est pas si bien protégé que ça, il est protégé une seule fois. Et je l'attaque avec mon cavalier et également avec ma tour. Quand le roi est au centre, on peut commencer déjà à envisager peut-être des petits sacrifices à certains moments. On peut remarquer aussi que les blancs doivent quand même être vigilants, ils ont un fou qui est sous pression par la tour, il est protégé qu'une seule fois, donc peut vite y avoir des problèmes. Et justement, il peut y avoir très vite des tactiles. Si là les blancs jouent fou E2, ça peut très vite mal se passer pour les blancs. Alors c'est pas forcément évident à voir avec les noirs, mais donc on peut jouer ici tour prend E5, cavalier prend, et tout de suite on remarque maintenant ce cavalier qui est plus du tout protégé. Et cette tour également qui n'est plus protégée par le fou et avec la diagonale grande ouverte sur elle. Et donc on a dame F6 qui va essayer de permettre de récupérer une pièce. Et donc si on récupère le cavalier, on aura gagné le cavalier le fou contre notre tour, donc ce sera intéressant. Et si vous vous dites, bah oui mais les blancs peuvent défendre avec F4, c'est là on voit le souci d'avoir laissé le roi au centre, et on l'avait dit tout à l'heure que ce pion F défendait E3, là maintenant qu'il pousse, boum, on peut prendre le pion E3 puisqu'il n'est plus protégé par le pion F et que le pion D2 est cloué. Ce qui pose donc des gros problèmes, la dame blanche va devoir bouger, le cavalier va pouvoir prendre G2, enfin c'est catastrophique, la partie est déjà presque pliée, ça peut aller très vite. Là c'est une tactique qui était un peu difficile à voir, mais c'est pas grave parce que même si vous la loupez en partie, vous voyez que vous avez une bonne position ici, un développement de pièces logique, et en tout cas c'est pour vous montrer que dès que votre adversaire ne respecte pas les principes, attention à être vigilant, pièces non protégées, mal protégées, les clouages, etc. Ça peut très vite s'écrouler si justement le roi est au centre, il a un retard de développement, il va avoir des problèmes de défense normalement à un moment donné ou à un autre. Donc il faut être vigilant à ça. Alors, ce que je vous propose, on va voir d'autres scénarios, comme je vous avais dit. On a vu si on commençait avec E5, qui profitait de prendre le centre et de la faiblesse du pion B4. On a dit qu'il y avait d'autres solutions également possibles avec les noirs. Le coup logique, ça aurait été par exemple D6 pour prendre le centre. Bon, par contre, là on n'attaque pas le pion B4. Les blancs vont faire fou B2, mais du coup, on n'a plus le problème sur le pion E5 de tout à l'heure, où on avait dit, on prend le pion de l'aile, mais contre lui un pion du centre, donc au niveau des échanges de pions, ça nous arrangeait pas. Là, au moins, on n'a pas le pion E5 d'attaquer. Et donc, justement, ici, avec les noirs, on pourrait se dire, est-ce que je peux pas essayer d'augmenter cet avantage? Les blancs n'ont pas pris le centre, moi j'ai installé un pion, est-ce que je pourrais pas tout simplement essayer d'en installer un deuxième pour prendre encore plus l'avantage central et l'avantage d'espace?
Donc comment est-ce qu'on pourrait essayer de faire E5 sans se faire manger? De nouveau, on a cette idée qu'avait C6, mais qui fonctionne pas bien parce qu'on peut se faire chasser par B5, donc c'est pénible. Donc qui est-ce qui pourrait aller contrôler cette case E5? On pourrait éventuellement penser à F6, pourquoi pas, pour vraiment mettre le pion, et en plus nos pions sur la diagonale vont un petit peu bloquer ce fou. Mais ça va également bloquer la sortie de notre cavalier, donc c'est-à-dire qu'il faudra qu'il aille en E7, à voir si on en a envie. Ça peut affaiblir un petit peu le roi sur les diagonales, donc il faut faire attention. Et ça nous fait pas développer des nouvelles pièces, donc attention de ne pas prendre de retard de développement, nous de notre côté. On peut garder cette idée en tête. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas un moyen de se développer et de faire E5? Et là, on peut avoir l'idée un petit peu particulière, mais qui semble en fait tout à fait logique dans cette position, de jouer Dame D6. Alors ok, ça développe pas une pièce mineure et ça respecte pas totalement les principes d'ouverture. Mais en soi, c'est pour nous permettre de faire E5. Donc ça fait quand même partie des principes, c'est pour avoir un gros avantage central. Et on se rend compte que ça peut aussi attaquer la faiblesse B4. Donc en même temps, on essaye de faire notre plan pour prendre l'avantage central, et en même temps on profite également de la faiblesse B4 pour toujours embêter les blancs et en plus l'empêcher de faire ce qu'il veut. Donc on a vraiment l'initiative. Donc ça serait assez pénible par exemple pour les blancs. Il devrait du coup faire A3 pour protéger ce pion probablement, et là on s'empare du centre avec E5. Et on est déjà très content, on a une très très belle position. Et donc là, si on se met dans la peau des blancs, faut bien penser que quand on arrive dans des positions comme ça, où on voit que l'ouverture s'est un petit peu mal passée, qu'on n'a peut-être pas trop respecté les principes et que l'adversaire a réussi à prendre le centre, il faut très très vite réagir et essayer d'exploser le centre le plus vite possible. Donc les blancs, il va falloir qu'ils essayent de jouer par exemple avec cavalier F3 pour mettre la pression sur ce pion, essayer de chercher des ruptures de pion au centre pour tout exploser, par exemple D4, C4, peut-être E4 à un moment donné. En tout cas, essayer de casser ce centre, sinon les noirs vont vraiment avoir l'avantage d'espace, l'avantage central, et ça va être difficile de développer les pièces avec les blancs, parce que les pions pourraient réussir à continuer à avancer et contrôler des cases encore plus dans le temps adverse. Donc vous voyez, là l'adversaire n'a pas respecté les principes d'ouverture, et donc nous on les applique au maximum, vraiment à 2000%, pour vraiment en profiter et punir l'adversaire de ne pas les avoir appliqués. On peut terminer du coup avec l'autre exemple. On a vu l'idée de jouer avec C6 pour empêcher ce pion d'avancer et d'empêcher les blancs de prendre trop l'avantage d'espace, et pouvoir sortir cette dame pour mettre la pression sur le pion B4 qui n'est pas protégé, et le futur fou B2 qui ne sera pas protégé non plus. Et C6 va également permettre de prendre le centre, de bien consolider notre pion en D5. Donc on va dire les blancs jouent fou B2, c'est le plan quand ils jouent avec B4, et donc effectivement dame B6, tout de suite on peut venir embêter ce pion B4. Plutôt pénible, les blancs doivent le protéger bien sûr. C3 on n'a surtout pas envie parce que on peut plus développer nos pièces, donc coup un petit peu obligatoire, A3. Et là, on l'avait évoqué au tout début, mais l'intérêt de mettre la dame en B6, c'était pas juste d'attaquer le pion et de développer la dame, c'est qu'il y a vraiment des petits problèmes tactiques derrière. Ce pion maintenant est cloué puisque le fou n'est pas protégé. Donc quand il y a une pièce qui est clouée ou un pion, il faut chercher à l'attaquer. Et donc on peut trouver le coup A5 très fort pour mettre la pression sur ce pion qui a des problèmes, et essayer d'ouvrir la colonne de la tour pour très vite activer nos pièces, finalement, toujours. Et donc là, déjà, avec les blancs, c'est pas facile de trouver une réponse tout seul. Il y en a, et c'est pour ça que ça peut être joué avec les blancs, mais naturellement, on trouve pas grand-chose. C3 pour protéger, on l'a dit, c'est vraiment moche. Alors, comment on peut se défendre ici? Il y a des petites tactiques auxquelles il faut faire attention avec les noirs. Les blancs peuvent faire, par exemple, C4. Et si on prend, l'idée, c'est que les noirs font C5 pour essayer de chasser cette dame et donc pouvoir récupérer en B4 sans que la dame prenne B4. Alors vous allez me dire, oui mais c'est simple, je prends C5, c'est totalement idiot. Mais attention, vous également, si vous respectez pas les principes, vous avez sorti votre dame très tôt, elle est au centre, elle peut être attaquée, et vous avez un petit peu libéré cette tour qui n'est pas protégée, attention, pièce pas protégée. Donc vous avez deux pièces mal placées, et donc les blancs peuvent prendre en B4, et tout de suite, vous voyez, vous avez un problème, vous avez deux pièces d'attaquer. Donc attention également, quand vous respectez pas totalement les principes, c'est pas forcément mauvais si vous profitez des faiblesses adverses, mais soyez vigilants. Vous pouvez également avoir des problèmes avec vos pièces qui peuvent être facilement attaquées, qui sont pas protégées, etc.
Donc là, on pourrait pas prendre ce pion en C5, on devrait reculer en C7, et les blancs prennent en B4, et par exemple, on va avoir une position où là, on échange les tours puisque notre tour n'était pas protégée, le fou récupère, et là, bah, c'est une partie, hein, on va se développer tranquillement, peut-être essayer de chasser ce pion en C5 qui prend quand même un peu d'espace chez nous. Il y a ce pion B4 qui est toujours une faiblesse, donc on pourrait envisager de l'attaquer peut-être avec cavalier A6. Vous voyez, là on respecte pas les principes dans le sens où on met le cavalier au bord et pas au centre, mais quand c'est pour profiter d'une faiblesse chez l'adversaire, on peut accepter de ne pas respecter les principes, si ça vaut vraiment le coup, si on embête vraiment l'adversaire. Là, cavalier A6, ça mettrait quand même une bonne pression sur ce pion B4 qui est pas si simple à protéger puisqu'il n'y a plus de pions qui peuvent le défendre. Donc ça pourrait se jouer, mais sinon vous pouvez juste développer vos pièces également tranquillement, vous avez une position totalement égale ici, enfin c'est une partie, mais bon, vous voyez que c'était déjà difficile pour les blancs de trouver ici une défense, enfin la défense C4, se dire que C4, ok, sur la prise, on va pouvoir faire C5 et la dame peut pas prendre, etc. Bon, c'est super compliqué si on n'a jamais vu ça. Et donc, vous voyez, rien que le fait qu'ils n'aient pas respecté les principes, ça leur cause très très vite des problèmes. Donc, de temps en temps, ils peuvent avoir des moyens de s'en sortir, mais vous voyez la complexité pour trouver les coups tactiques, pas facile. Voilà, donc du coup, bien sûr, je n'ai pas été exhaustive, hein. Si on voulait étudier cette ouverture, il faudrait voir beaucoup plus de choses, mais je vous ai dit, c'est pas forcément le but de cette vidéo. Je vous ai montré quand même un petit peu en détail ce qui peut se passer, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette ouverture, mais c'était vraiment pour vous montrer que quand vous ne connaissez pas une ouverture, il faut juste vous poser la question, quelle est l'idée de mon adversaire et est-ce que il enfreint pas un peu des principes d'ouverture? Est-ce qu'il fait pas des petits coups étranges? Et dans ce cas, comment est-ce que je pourrais en profiter? Quelles sont les faiblesses? Quelles sont les forces? Et là, on a vu bah, que comme il ne respectait pas les principes, on a trouvé facilement des coups avec les noirs. Vous n'êtes pas obligé de tous les trouver. Par exemple, pensez ici à C6 pour jouer dame B6. Bon, faut connaître ces petites thématiques. Si on les a jamais vues, c'est pas évident, mais vous voyez, on avait D5 et E5 qui sont également très intéressants. Vous pouvez toujours trouver des bons coups contre des ouvertures que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas paniquer et juste respecter les principes que votre adversaire ne respecte pas. Et dans ce cas, bon, vous les respectez vraiment au max du max. Vous voyez, si on peut prendre le centre, on met les deux pions au centre, on en profite au maximum. Et très vite, votre adversaire va avoir des problèmes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider pour vos futures parties. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!